le moment de l'Occident est passé. C'est comme ça. Nous avons été rattrapés par le reste du monde. Aujourd'hui, la Russie est devenue notre adversaire, est devenue notre ennemi pour des décennies et peut-être des siècles. Nous sommes fautifs, parce que nous avons raté la fin de la guerre froide. Nous sommes dans un monde qui est redevenu le monde que nous avions cru avoir tué, nous, en 1945, qui est un monde de rapport de force. À quelles conditions pouvais-je amener Poutine à arrêter cette guerre ? On ne s'est jamais posé cette question-là. Et nous sommes en train de perdre cette guerre. Nous ne serons même pas à la table. Et vous savez que quand vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Il va falloir enfin comprendre que nos valeurs ne sont pas universelles. L'investiture de Donald Trump constitue-t-elle un changement majeur pour les crises militaires actuelles et à venir ? Quelle va être la place de la France dans le nouvel ordre mondial ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et spécialiste des questions de stratégie. Bonjour. Bonjour mon général, bienvenue chez Front Populaire. Alors, le 20 janvier, Donald Trump a entamé son deuxième mandat en tant que président des États-Unis. À quoi devons-nous nous attendre de la part des États-Unis en matière de géopolitique, notamment vis-à-vis de l'OTAN ces prochains mois ? Alors, moi, je ne pense pas qu'il faille s'attendre au pire, mais il faut s'attendre à de grands bouleversements. Grands bouleversements auxquels, hélas, nous ne nous sommes pas encore assez préparés. Alors, vous parlez de l'OTAN, donc vous parlez de l'Europe. Je crois que l'Europe va devoir sérieusement se réveiller, puisqu'elle vit depuis 80 ans dans une espèce de sommeil, se croyant protégée à vie par les États-Unis et estimant de droit divin qu'il était normal aux soldats américains de venir la défendre quand elle était attaquée. Or, ceci est terminé depuis bien longtemps. Moi, je le dis, je l'écris dans différents médias depuis très longtemps, mais je crois que le point de cassure est véritablement arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que les rapports entre les États-Unis et l'Europe étaient en cours d'évolution depuis extrêmement longtemps. Et là, ce que je pensais, ce que je disais, finalement, on n'était pas cru. Là, on voit bien que nous sommes au pied du mur. C'est-à-dire que l'on vit depuis 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale et 49, c'est-à-dire le traité de l'Atlantique, la signature du traité de l'Atlantique Nord, sous cette illusion permanente que nous n'avons pas besoin de nous défendre et que les États-Unis nous défendront. Alors, au fond, Trump, c'est la concrétisation brutale de ces tendances. Ces tendances, ce sont lesquelles ce sont celles qui avaient été depuis longtemps annoncées par le président Obama, qui avait parlé de pivot stratégique. Il entendait par là que désormais les intérêts de défense et les intérêts économiques des États-Unis se situaient en Asie. Et quelque part, évidemment, il avait raison, puisque la richesse américaine se crée et se vend essentiellement en Asie. Pas essentiellement, mais davantage en Asie qu'elle ne le fait sur le continent européen. Et les conflits en cours ou à venir semblaient être beaucoup plus du côté pacifique que du côté atlantique. On se rappelle que Obama dit « Je suis le premier président du Pacifique ». Donc cette affaire-là est une évolution de long terme. Il faut se rappeler que quand l'Amérique vient en Europe par deux fois, en 1917 et en 1943, puis 44 chez nous, mais 43 en Italie, la grande majorité des Américains, 90%, sont d'origine européenne. Leur grand-père, leur grand-oncle, etc., du soldat Ryan, sont européens. Donc il y a un lien charnel entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, la majorité des Américains sont d'origine hispanique, africaine ou asiatique, avec une progression de ces trois populations beaucoup plus forte, qui dépasse de plus en plus en pourcentage la population d'origine européenne. Donc nous n'avons plus ce lien charnel ou de moins en moins, entre les États-Unis et l'Europe. Le deuxième point, je l'ai mentionné, la grande zone de chalandise américaine, ça a été pendant des décennies, des siècles, l'Europe.
Or, depuis déjà plusieurs décennies, les zones commerciales importantes, c'est le Pacifique et l'Asie. Ce qui fait que aujourd'hui, à part sentimentalement, l'Amérique et encore le lien sentimental petit à petit s'étire, l'Amérique n'a plus véritablement de raison de venir nous défendre. Alors, quand je dis que ça s'accélère aujourd'hui, c'est-à-dire que ce lien-là existait chez le président Biden, prédécesseur du président Trump. Il y avait encore cette idée de l'Europe grand-mère des États-Unis. Et on avait une relation sentimentale en disant on est quand même une communauté de valeurs et une communauté d'intérêts. On voit bien qu'avec le président Trump, qui est d'abord quelqu'un qui est un commerçant, intéressé d'abord par les États-Unis, le progrès américain, l'enrichissement américain, l'Europe n'est plus considérée comme un continent sœur, que le continent d'où vient d'ailleurs la culture américaine, mais au mieux comme un partenaire et beaucoup plus vraisemblablement dans cette nouvelle mandature de Trump comme un rival. Et donc, le raisonnement de Trump est dire pourquoi j'irais défendre un rival en protégeant son commerce alors que ces gens-là, eh bien, me font du mal commercialement. Et donc, la tentation de Trump, il avait déjà dit lors de son premier mandat, c'est de dire, écoutez, moi, j'ai aucun intérêt fondamentalement à vous défendre et je ne le ferai plus. Et si Trump nous défend, l'Amérique de Trump nous défend, elle le fera sous des conditions de marchandage qui nous coûteront de plus en plus cher et en particulier commercialement. Donc, il est important aujourd'hui que l'Europe comprenne la nécessité absolue pour elle de s'autonomiser par rapport aux États-Unis si elle ne veut pas en être la vassale. Aujourd'hui, l'OTAN, c'est une relation entre un grand gouvernant, un souverain, et ses vassaux qui doivent dire oui ou souffrir. Notre autonomie stratégique suppose que cette alliance redevienne une alliance entre égaux, c'est-à-dire qu'on a, j'espère encore, un pilier américain, parce que nous partageons encore un certain nombre de valeurs, et puis un pilier européen très fort. Et donc, nous ne pouvons pas attendre d'être devant le fait accompli pour nous demander comment on va défendre l'Europe. Et le président Trump ne va pas dissoudre l'OTAN. D'abord, ce n'est pas dans ses prérogatives, mais encore que comme il dispose du Congrès américain, représentants et sénateurs, il peut très bien arriver à le faire voter par le Congrès, mais il n'est pas obligé de faire ça. Il est commander-in-chief. Il peut dire demain matin, les troupes américaines, vous entrez aux États-Unis. Ça prendra quelque temps, mais ça peut très bien se faire. Il peut donc dire, je suis toujours dans l'OTAN, mais mes troupes sont là-bas. Et donc, on sait bien qu'à ce moment-là, elle ne serait plus opérationnelle, elle ne pourrait pas être projetée assez rapidement. Il peut simplement faire comme Général de Gaulle l'avait fait en 67, dire je quitte l'opération militaire intégrée au fond des voyous. Et là, quel est le drame ? Le drame est simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas assez, mais l'Europe est totalement incapable de se défendre sans les outils américains de l'OTAN. Les Européens ont des chars, ils ont des avions, ils ont des obusiers, ils ont un tas de choses. Mais ce qui leur manque fondamentalement, c'est ce que nous, militaires, appelons les éléments de cohérence opérationnelle. C'est tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner cet ensemble. Et je vais vous donner des exemples très précis. Les Américains, par exemple, ont toujours interdit que l'Europe dispose d'un état-major opérationnel. Donc, nous n'avons pas d'état-major opérationnel. Il y a bien un EMUE, un état-major militaire de l'Union européenne, mais qui est un état-major de planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis venaient à nous quitter, en quelque sorte, militairement, nous serions nous-mêmes incapables de commander une grande opération en Europe. Le bon exemple, naturellement, est cette stupide guerre en Libye, en 2011, opération franco-britannique, on le sait, qui a dû être dirigée par les Américains, par un état-major de l'OTAN, donc américain, qui était en Italie, parce que nous-mêmes, nous ne disposions pas d'état-major capable de commander ce genre d'opération. Ça, c'est quelque chose qui est criant, mais les exemples sont multiples. Aujourd'hui, le renseignement de l'OTAN
il est américain. Aujourd'hui, les transmissions de l'OTAN, elles sont américaines. C'est-à-dire que c'est les Starlink et autres satellites américains qui nous permettent de communiquer. Aujourd'hui, le ravitaillement en vol des avions, il est américain. Nous serions incapables de soutenir en vol les avions européens avec nos propres capacités de ravitaillement. Aujourd'hui, le transport stratégique, ce sont des avions américains. Nous n'avons pas de gros porteurs. Et si je reprends un exemple, la brillante opération militaire française de 2013, opération Serval au Mali, aurait été totalement impossible si les Américains n'avaient pas mis à notre disposition leurs gros porteurs. Non, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants également, par exemple, en termes de feu dans la profondeur. Le feu dans la profondeur est apporté par les HIMARS, les attaques MS américaines. Nous ne l'avons pas suffisamment. Ou, par exemple, un autre exemple qui n'est pas du tout anodin, nous n'avons pas d'armes pour détruire les radars adverses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous lancer un raid aérien, avant de lancer un raid aérien, il faut aller détruire les radars adverses, sinon vos Rafales, vos Tornados sont défendus par la défense antiaérienne adverse. Donc, prenons l'exemple de la Libye. Libye, opération franco-britannique. Eh bien, qui a commencé cette guerre? Ça n'est pas nous. Ce sont les Américains, parce que eux disposent de ces armes qu'on appelle SIAD, pour Suppression of Enemy Air Defense, donc ils ont détruit les radars libyens, et ensuite nos aviateurs ont fait un magnifique travail, mais qu'ils n'auraient pas pu faire. Et donc nous n'avons pas ces armes-là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs des armées européennes, c'est pas tant qu'elles n'aient pas d'armes, c'est le fait qu'elles n'aient pas les éléments capables de les agglomérer en un tout cohérent. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a donc une grande menace. Nous serions qu'à d'école. L'Amérique, les États-Unis nous quittent, la Russie nous attaque. Bon, on ne serait pas les fusils aux pieds, mais on aurait les plus grands mal à avoir une défense cohérente. Ce qui veut dire que nous devons très rapidement aujourd'hui prendre conscience de cette menace-là et donc rétablir l'autonomie opérationnelle européenne qui n'existe pas aujourd'hui. Donc la question n'est pas, il est aussi de produire des chars, des avions, etc. Mais plus que ça, la question est de rétablir une cohérence opérationnelle qui puisse faire de tous ces éléments de combat une défense européenne, ce qui n'existe pas encore. Ceci est d'une très grande urgence. Avec vous, le savez, une grande difficulté, c'est que pour l'instant, alors cette affaire-là a mûri, ça fait 2 ou 3 ans, enfin, depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens sont bien dit qu'ils étaient quand même dangereusement dépendants des États-Unis. Donc petit à petit, les esprits se font. On a maintenant un commissaire à la défense européenne, ce qui est quand même un progrès, mais on est encore très loin de notre autonomie. L'Europe est puissante. L'Europe est puissante, mais elle n'est pas militairement puissante. Et aujourd'hui, une puissance qui n'est pas aussi une puissance militaire n'est plus une puissance. Donc, il est temps aujourd'hui de militariser la puissance européenne. Mais pour qu'il y ait une puissance européenne, il faut qu'il y ait des intérêts convergents. Les nations ont chacun leur intérêt, leur stratégie. Est-ce que vous voyez une cohérence globale possible entre la France, la Pologne, par exemple, qui va favoriser les États-Unis? Est-ce que c'est faisable? Alors, vous savez... c'est toujours intéressant de revenir aux grands anciens et dans les grands anciens à peu près compétents en France, on trouve le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu qui disait il faut rendre possible ce qui est... La politique, dit-il, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc, alors, je vois bien votre remarque, et moi je suis européen parce que je suis français. Et si j'aimais pas profondément la France, je ne serais pas européen. Mais j'ai parfaitement conscience, si vous voulez, que l'Europe qui est à construire est une Europe des nations, celle que voulait De Gaulle, et que l'Europe ne pourra pas exister, quoi qu'il arrive, si elle ne respecte pas les nations et les peuples ne voudront pas appartenir à un grand ensemble qui écrasera leur personnalité, leurs caractéristiques, leur culture, leur histoire. Mais une fois qu'on a dit ça,
On ne peut pas ne pas comprendre qu'une puissance moyenne, et peut-être hélas tout à fait moyenne aujourd'hui comme la France, est dans l'incapacité totale de relever en termes de défense les défis qui pourraient lui être posés. Il faut donc arriver à trouver une cohérence à un niveau supranational. Ce niveau supranational, on l'a bien compris, je viens d'en parler, ne peut pas être le niveau atlantique, puisque ce niveau-là n'est pas sûr. Il faut donc arriver à trouver un niveau supranational qui puisse exister, et donc il ne peut être qu'européen. Quand je dis qu'il ne peut être qu'européen, je ne pense pas qu'ils doivent recouvrir, par exemple, l'Europe des 27. L'Europe des 27 qui, comme vous l'avez fait remarquer, est massivement incohérente parce que ses intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques des différents pays sont divergents. Et donc, c'est probablement, en termes d'Europe de la défense, il faut penser à un Eurogroupe de pays qui partagent plus de valeurs communes, peut-être, que les valeurs que l'on partage entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et des pays qui sont d'accord, qui seraient d'accord pour abandonner un peu de souveraineté en termes de défense, pour en trouver davantage au niveau collectif. Un collectif, c'est bien ça. C'est des groupes de femmes et d'hommes qui choisissent d'abandonner un tout petit peu de liberté à titre personnel pour en trouver infiniment plus au niveau global. Les sociétés, les nations, c'est exactement cela. Donc, il faut admettre cette affaire-là, que nous devrons nous regrouper pour avoir des moyens et représenter une défense capable de protéger nos intérêts. Alors, je vous propose de parler un peu de la Russie. Est-ce que le réveil de la Russie qu'on a constaté ces 3 dernières années, bien avant, ça part de bien avant, bien évidemment, mais est-ce que nous sommes en train de vivre un retour en arrière sur une nouvelle forme de guerre froide, ou est-ce qu'au contraire, on assiste à l'ouverture d'une nouvelle page géopolitique mondiale, dont on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants, ce qui n'est pas forcément le cas pour la guerre froide? Alors la réponse sur la guerre froide, on va répondre plus précisément, mais que nous soyons en train de vivre une nouvelle page du monde, mais c'est complètement évident. Et on le fait à une vitesse absolument vertigineuse. Moi, je parle de basculement du monde aujourd'hui, qui est en train de basculer complètement, tout ce à quoi on a cru pendant, qui nous a bâtis, vous êtes jeunes, moi je suis moins que vous, mais qui nous a bâtis pendant toute notre vie, tout ça est en train de tomber. Moi je suis montagnard, et l'image que j'ai en moi, parce que ça m'est arrivé quelques fois, c'est vous montez une paroi de glace ou de rocher avec de la glace et vous tapez avec votre piolet pour faire votre chemin, vous mettez des pitons, etc. Et puis j'ai l'impression de voir cette falaise que je croyais solide, là, sinon j'y serais pas allé sur cette falaise-là, je vois des pans de glace entiers qui tombent, les pitons qui tombent les uns après les autres, et je me dis à quoi me raccrocher. Le dernier piton, tout à fait important, ayant sauté le 7 janvier dernier, c'est le discours dit de la doctrine de Mar-a-Lago du président Biden, qui a vraiment mis tout le monde devant une nouvelle vérité, c'est que les Américains étaient devenus des impérialistes. Eux qui devaient protéger l'ordre international, qui en sont les garants. L'ordre, ils disent que par la puissance, et la puissance qui protégeait l'ordre, c'était eux. Eh bien, eux, ces gens-là, ont brisé, au moins dans les propos, mais c'est déjà dans les propos, c'est important, ont brisé tout ce qui faisait la vérité de la Grande Alliance établie en 1945, c'est-à-dire la primauté de l'État-nation, l'égalité entre les nations, l'inviolabilité des frontières. Quand on voit le président Trump nous expliquer qu'éventuellement, si nécessaire, il prendra même les armes pour aller s'emparer de Panama et du Groenland, si vous voulez, on en tombe par terre. On dit, mais dans quel monde sommes-nous ? Alors le Canada, il a dit qu'il se débrouille autrement pour l'armée. Voilà. Et donc on voit bien que ça, c'est le dernier clou est planté dans le cercueil de nos certitudes passées. Alors je reviens, je réponds à votre question, mais je voudrais revenir un tout petit peu sur la question précédente, en vous disant, et vous avez évidemment raison, que les intérêts stratégiques polonais ne sont pas naturellement, ils le sont, mais ils ne sont pas totalement naturellement convergents avec les intérêts français. Alors je crois que oui, bien sûr. Nous, on pense sud, eux, ils pensent est. Et encore, on sait bien pourquoi. Nous, notre pays n'a pas disparu 4 fois sous la botte russe ou allemande, ça a été leur cas. Donc, évidemment, on raisonne à partir de sa propre histoire.
Mais je crois que il faut passer au plus tard. Parce que nous sommes le berceau de l'Occident. Nous sommes l'Occident. Nous sommes l'Occident. Et je dirais que c'est d'autant plus important de le comprendre aujourd'hui que l'on voit que l'Amérique, qui était le garant de l'Occident et des valeurs de l'Occident, est en train de s'embarquer sur des voies qui s'éloignent de plus en plus des valeurs que nous comprenons comme fondatrices de ce qu'est l'Occident. L'Occident, vous le savez, il nous vient d'abord d'Athènes, démocratie athénienne, il nous vient de Rome, c'est le droit romain, c'est comment pourrait-on dire, la compassion judéo-chrétienne. Et le cœur de tout ça, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'Occident ? C'est l'humanisme. Et donc la chrétienté, qu'on soit croyant ou pas, c'est le cœur de notre histoire. C'est le cœur de notre histoire, c'est le cœur de nos valeurs, c'est le cœur du rapport de l'homme et de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, et j'espère que beaucoup y croient, mais etc. La liberté de l'homme par rapport à Dieu, c'est quelque chose qui appartient à notre civilisation, et pas dans beaucoup d'autres, si vous voulez. Et ces affaires-là, les Polonais partagent avec nous. On est issus de la même matrice. Donc oui, on peut avoir des perceptions des mondes différentes, on peut avoir des intérêts stratégiques différents, mais enfin, nos valeurs, qui sont pas les valeurs du monde, on comprend aussi ça, mais qui sont nos valeurs. Et moi, j'ai envie que ces valeurs soient conservées. Elles sont quand même les mêmes. Elles sont bien sûr les mêmes. Tout dans l'Occident chrétien. Est-ce que l'Occident est chrétien par nature ? Bon, eh bien, nous avons les mêmes valeurs. Et qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on a ces valeurs qui sont issues de la chrétienté. On les partage. Et donc, elles valent le coup d'être défendues. Eh bien, je pense que même si on n'a pas forcément les mêmes visions stratégiques du monde, il faut arriver à trouver un moyen d'être suffisamment forts ensemble pour respecter les valeurs qui nous animent, que je sois catholique ou réformé, peu importe, on est bien issus de la même matrice. Tout ça sans oublier la particularité des nations. Mais au-delà des nations, on a un creuset commun, qui ici s'effondre, fera en sorte, aura comme conséquence que les nations elles-mêmes s'effondreront. Et on sait que ces valeurs, elles sont menacées en interne. Elles le sont déjà beaucoup. Et on a intérêt à les protéger, mais elles sont aussi menacées en externe. Pour les protéger en interne, c'est à nous de le faire, et de manière ferme. Mais en externe, eh bien, il faut être ensemble. Alors, et ça, c'est la base pour moi. Alors, on peut dire autre chose, mais moi, c'est la base de mon raisonnement, si vous voulez. Bon. Alors, après, est-ce qu'on arrive dans un nouveau monde ? On arrive dans un monde qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que, pour nous, Européens, nous avions échappé au tragique de l'histoire. Et tout d'un coup, l'histoire nous percute. Et tout d'un coup, on se rend compte que nous avions pensé que la guerre était morte, mais nous pensions qu'elle était morte parce qu'elle était morte chez nous. Elle n'était pas morte ailleurs, et petit à petit, moi je l'écris je ne sais pas combien de fois dans les articles du journaux, elle s'est rapprochée de nous, et maintenant elle est chez nous, puisqu'on a une guerre en Europe, entre Européens aujourd'hui. Donc, on s'aperçoit, et c'est vrai qu'il y a eu un réveil terrible à partir du 24 février 2022, que les choses sont en train de changer. Alors, la première chose qui change, moi je parle de fermeture de grandes parenthèses. Fermeture de grandes parenthèses. La première parenthèse qui se ferme, c'est le fait que pendant 80 ans, aucune grande puissance n'a attaqué aucune autre grande puissance, ça n'a été jamais arrivé dans le monde. Eh bien là, c'est en train d'arriver. Autre grande fermeture de parenthèse, c'est l'Alliance Atlantique. Aucune alliance n'avait duré 80 ans. Donc on dit, mais ça va perdurer. Eh bien non. Cette Alliance Atlantique, on en a déjà parlé, va se transformer profondément et peut-être mourir. Autre transformation tout à fait importante, la paix, je l'ai dit, 80 ans de paix, il n'y en a plus. Autre transformation très importante est la Russie. La Russie, vous le savez, c'est pas une nation, c'est un empire. Je crois qu'il faut bien comprendre, c'est un empire qui est un empire profondément asiatique. Même si à ses marges, qui ne sont pas négligeables, il y a évidemment une imprégnation européenne. Mais rappelez-vous que la Russie ne rentre dans l'Europe qu'au XVIIIe siècle. C'est la victoire de Poltava, de Pierre Ier sur les troupes du roi de Suède, avec cette première volonté de se rapprocher. Pierre Ier visite l'Europe et s'est dit l'Europe c'est bien, mais en fait il faut européaniser la Russie. La deuxième à le penser complètement, c'est Catherine II.
qui va dialoguer avec les philosophes des Lumières, Diderot en particulier, et qui va chercher à européaniser. Et le grand siècle européen de la Russie, c'est le 19e siècle, où la Russie se veut européenne, et d'ailleurs tous les grands Russes que nous connaissons sont des Russes qui sont du 19e siècle, et c'est des Russes qui se veulent très imprégnés de culture européenne. Contrairement à ce qu'on peut penser, le XXe siècle est aussi un siècle dans lequel la Russie, si on accepte la fenêtre 1745, je dirais, ou 53, la mort de Staline, se veut européenne. Et Khrouchtchev, quand il succède à Staline, veut accrocher la Russie à l'Europe. On se rappelle plus récemment de Gorbatchev, qui parle de la maison commune européenne. Il y a cette volonté-là. Eh bien, changement également de fermeture de parenthèse, puisque aujourd'hui, la Russie est devenue notre adversaire, est devenue notre ennemi, on ne peut pas dire le contraire, pour des décennies et peut-être des siècles. Nous sommes fautifs, parce que nous avons raté la fin de la guerre froide. À un moment où on pouvait très vraisemblablement arriver à arrimer la Russie à l'Europe. Vous savez qu'un certain nombre de tentatives ont été faites et principalement d'ailleurs sur les coups de boutoir américains, cette affaire-là n'a pas fonctionné. Et au lieu, on avait un certain nombre de dirigeants européens qui étaient très lucides dans cette affaire-là. Je pense à de grands dirigeants comme le chancelier Kohl, que je pense au président Mitterrand, je pense au Britannique Premier ministre Major, qui ont bien compris que quelque part il fallait dénoncer. Il fallait dénoncer à ce moment-là le modus vivendi de 49, c'est-à-dire la création de l'OTAN, en disant l'OTAN a été créée parce qu'on a un adversaire, cet adversaire est à terre, le moment est venu de le prendre, de le ramasser, de faire une grande union, puisque l'Amérique a tout échange de nous quitter un jour, elle est en train de le faire maintenant, mais la Russie ne nous quittera pas. La Russie, elle partira pas à Hawaï, elle restera là. Bon, et donc tout ça pour dire que on a raté ce moment-là, et la Russie qui voulait être européenne, et quand on écoute le président Poutine très clairement, il y a à la fois, il y a un amour-haine de l'Europe et une volonté de se rapprocher, au contraire de l'Asie. Donc ça, c'est une autre parenthèse qui se ferme. Et puis la grande parenthèse qui se ferme, la très grande parenthèse qui se ferme, et nous devons en avoir conscience, c'est la parenthèse de la primauté de l'Occident. C'est-à-dire que le moment de l'Occident est passé. C'est comme ça. Il a commencé en 1492. Un peu avant avec les Portugais, mais 1492, au moment où des Européens se sont mis à aller chercher des terres en dehors de l'Europe et à les conquérir. Et vous savez que l'Europe a conquis pratiquement la terre entière. Et elle est restée pendant très longtemps, jusqu'à son suicide collectif du XXe siècle, elle est restée le cœur du monde. Elle est restée le cœur du monde, cœur qui est parti ensuite aux États-Unis, mais on était toujours dans l'Occident à ce moment-là. On était au cœur du monde, et nous étions au centre du monde, et nous en disions la loi. Eh bien, les choses ont changé. Les choses ont changé, non pas que nous ayons perdu la puissance, parce que l'Occident, quand je parle de l'Occident, maintenant je suis toujours un peu inquiet, parce que je ne sais plus si les États-Unis font partie de l'Occident. Mais l'Occident est toujours puissant militairement aux États-Unis, même la puissance militaire européenne, puissant économiquement aussi en termes de PIB. Mais nous avons été rattrapés par le reste du monde. C'est-à-dire que l'Occident a établi sa prééminence par le monde, d'abord dans l'excellence, son excellence unique dans l'utilisation de la violence organisée, mais d'autre part, parce que nous avions des populations qui étaient nombreuses, nous avions une économie qui était florissante et bien plus florissante que les autres, nous avions une industrie qui était florissante, etc. Et tout ça, c'est moins vrai, en particulier en termes de population, mais le reste du monde a monté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde qui monte, qui est majoritaire, le président Poutine l'appelle le monde majoritaire. Et il a raison. Les Occidentaux représentent aujourd'hui, je crois, 17% de la population mondiale. Ben, les autres, ils représentent le reste, ce qui doit faire, si mes calculs sont bons, 83%. Bon. En termes de PIB, désormais, le PIB du reste du monde est largement supérieur au PIB de l'Occident. Quand l'Amérique organise le monde et lui donne sa loi en 1945,
L'Amérique, c'est 51% du PIB mondial. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est 21%, je crois, du PIB mondial. Donc, on voit bien que la puissance américaine continue à croître, mais l'autre a cru. Et que dit le reste du monde? Celui que certains appellent, et l'appellation me paraît correcte, le Sud global, ce Sud global, qui se concrétise en particulier par les BRICS. Hein, ce nouveau mouvement des non-alignés, dirigé essentiellement par la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Et on trouve l'Afrique du Sud, on trouve le Brésil. Bon, ces gens-là disent simplement, vous avez été au centre du monde, vous avez été le monde, vous avez donné la loi au monde, nous avons imité tous vos modèles, ou nous avons voulu les imiter, la démocratie, la grandeur de l'homme, etc. Eh bien, parce que vous étiez les plus forts militairement et économiquement. Maintenant, cette affaire-là est terminée. Et donc, c'est un syndicat. C'est vrai, c'est un syndicat. C'est-à-dire, il y a une espèce d'identité, et leur identité, elle est juste quelque chose qui est tout à fait inquiétant pour nous, c'est le ressentiment vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, et quelque part, ça devait arriver un jour, les anciens colonisés en veulent à ceux qui les ont colonisés. Alors nous, en France, on est particulièrement frappés par ça. Nous qui venons d'être jetés comme des malpropres de l'Afrique, et encore très récemment du Sénégal et du Tchad. Il y a une volonté de reprendre. Encore une fois, non pas que nous ayons perdu la puissance, mais nous ne sommes plus les puissants du monde. Et donc, ces gens-là cherchent à désoccidentaliser le monde, veulent rejeter le droit établi à l'ONU en 1945 à San Francisco, les règles, les Bretton Woods, les FMI, les banques mondiales, volonté de désoccidentaliser, qui passe par exemple par la Chine, évidemment, qui est maîtresse et leader dans cette affaire-là, qui cherche à créer un autre système bancaire qui pourrait être rival du système SWIFT, ou bien qui cherche à faire en sorte que le yuan rimini soit également une monnaie d'échange, de manière à égaliser le dollar, etc. Donc il y a cette volonté profonde qui existe. Et le monde ne va pas changer. C'est-à-dire que ces mouvements-là, ce sont des mouvements de fond. On lit dans n'importe quel journal, aujourd'hui on voit dans Le Monde qui vient de sortir, que la France a des problèmes de naissance, comme tous les pays. Et donc, on voit bien que notre poids dans le monde va diminuer, et qu'on comprend bien qu'un président Modi dit, attendez, moi je représente 1,5 milliard d'habitants, et je n'ai pas mon mot à dire, et je ne suis pas au P5, au Conseil parmi les 5 nations du Conseil permanent de sécurité, etc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc, il y a une volonté de rétablissement d'équilibre. Et donc, alors, c'est très intéressant parce que les dés n'ont pas fini de rouler. De toute façon, les dés ne s'arrêtent jamais de rouler. Mais on va voir ce que va devenir cette Amérique isolationniste, qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais ce qui est sûr, c'est que on doit s'attendre à un monde, et je répondrai directement à votre question, qui sera très différent. Et il va falloir enfin comprendre que nos valeurs ne sont pas universelles. On a cru pendant des siècles, parce que nous étions les plus forts, parce que nos armes étaient les plus puissantes, que nos valeurs étaient universelles. Et elles ne sont pas ressenties comme universelles. Elles ne le sont plus. Elles l'étaient tant que nous étions puissants. Mais maintenant, nos missionnaires étaient très bien acceptés en Afrique parce qu'au fond, nous étions les puissants. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et c'était vrai en Chine, c'était vrai au Vietnam, etc. Mais maintenant, ça n'est plus vrai. Et donc, nos valeurs ne sont pas universelles. On sait bien, d'ailleurs, que je ne peux pas dire les valeurs. Je peux dire que mes valeurs. Et mes valeurs à moi, je l'ai dit, j'y suis extrêmement attaché. Et il faut absolument que la France sache les défendre. Mais nous ne pouvons plus les imposer. Les derniers essais n'ont pas été très remplis de succès. Je pense à la guerre du Vietnam, je pense à la guerre en Irak, je pense à la guerre en Afghanistan. On a bien vu que la force militaire n'était plus capable de redonner son universalité à nos valeurs. Donc, nous devons arriver à comprendre que le monde de demain sera un monde que nous devrons organiser sous la coexistence pacifique de blocs de nations qui seront différents,
On aura des blocs de nations qui auront des systèmes géopolitiques différents, des systèmes politiques différents, des systèmes monétaires différents, des systèmes philosophiques différents et qui auront leurs propres valeurs. Et nous devrons juste admettre que ces valeurs sont leurs valeurs, qu'elles ne sont pas les nôtres, que les nôtres ne sont pas supérieures, mais que nous voulons vivre avec les nôtres. C'est pour ça que dans ce monde-là, je crois qu'il faut comprendre définitivement que l'universalisme des valeurs était un universalisme basé sur le calibre de nos canons, et que c'est fini, et que nos valeurs sont les nôtres, mais ce sont les nôtres. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, comité de rédaction organisé par l'ONU. Eh bien, l'ONU écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a écrit ça. Eh bien, ce ne sont que des Occidentaux. Que des Occidentaux. Je caricature un peu, il y a un Chinois. Ce Chinois, il a été formé à Princeton et il est désormais, au moment où il écrit, professeur des universités à Princeton. Il y a un Libanais. Ce Libanais a été formé à Harvard et il est professeur des universités à Harvard. Donc, c'est une déclaration purement occidentale. Alors, il y a eu quelques aménagements, mais elle est occidentale. Et qu'on nous dise maintenant, mais attendez, ça, c'est votre déclaration à vous. Nous, on ne la reconnaît pas. Ça n'est pas surprenant, si vous voulez. Et d'ailleurs, des valeurs qui ne sont universelles que pour ceux qui les prônent, évidemment, ne peuvent être que rejetées par les autres. Donc, je crois il y a deux choses à comprendre. Le premier, c'est que l'universalisme de nos valeurs était juste une erreur intellectuelle basée sur des faits, et un fait des faits militaires en particulier. Mais qu'en revanche, nos valeurs doivent être défendues. C'est-à-dire qu'il faut lutter en même temps contre l'idée d'universalisme et d'inégalité entre les valeurs et le multiculturalisme. C'est-à-dire que mes valeurs, moi, j'ai envie de vivre avec. Et je ne dois pas supporter qu'au nom, justement, d'un universalisme à l'envers, on vienne chez nous chercher à faire rentrer des valeurs qui ne sont pas celles avec lesquelles je veux vivre et qui d'ailleurs ne sont pas humanistes, puisque ce sont nos valeurs à nous, qui ne sont pas les valeurs mais qui sont profondément humanistes, parce que nous sommes nés d'Athènes, de la Renaissance, des Lumières, etc. Donc, à la fois, rejeter intellectuellement l'idée d'universalisme et en même temps, rejeter totalement l'idée de l'égalité des valeurs sur notre territoire. Vous pouvez vivre vos valeurs sur notre territoire, mais ce seront les vôtres, hein. Voilà. Et évidemment, au-delà du multiculturalisme, il faut rejeter le communautarisme qui arriverait à créer en France, comme on voit, hélas, aujourd'hui, parfois déjà en France et énormément en Grande-Bretagne, parce qu'il y a un laisser-aller tout à fait mortifère, hein, qu'un certain nombre de gens pourraient vivre avec leurs valeurs, dans une vision même messianique de leurs valeurs, et qui chercheraient à les imposer aux autres. Donc oui, le monde vers lequel on va inévitablement, c'est un monde très différent. C'est un monde qui sera beaucoup moins mondialisé, ou du moins qui ne sera mondialisé que par le commerce, dans lequel les gens vivront avec des valeurs différentes, un monde de blocs avec lequel nous devrons vivre en coexistence pacifique. Reste dans cette affaire-là la question des États-Unis. Il faut s'habituer à vivre à côté des États-Unis et plus sous les jupes des États-Unis. Je crois que c'est fini. Face à face, et peut-être contre. Et ça, je crois qu'il faut s'y habituer. Il faut se réveiller aujourd'hui et dire le monde est comme ça. Nous sommes dans un monde qui est redevenu le monde que nous avions cru avoir tué, nous, en 1945, qui est un monde de rapport de force. Mais le monde est un monde de rapport de force parce que les humains sont comme ça. Et nous sommes bien dans un monde de rapport de force. Et donc, il est temps, je le disais tout à l'heure, de redonner de la puissance militaire, de militariser notre puissance, en étant prêt à défendre le monde, nos valeurs, l'Occident, et nous sommes le cœur de l'Occident aujourd'hui. Alors, vous avez parlé des valeurs, vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé du Tchad, notamment du Sénégal. Moi, je voudrais qu'on aborde ce point, parce que est-ce qu'on n'est pas aussi en train de vivre une crise des diplomaties par rapport à ce nouvel ordre mondial? Est-ce que notre diplomatie comprend ce nouvel ordre mondial? Et comment elle s'y adapte? Est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, a un bon dialogue avec ces pays? On a quand même le sentiment qu'il ne comprend pas ces pays, qu'il ne comprend pas leur aspiration à autre chose. Vous parliez d'humiliation tout à l'heure. On a un peu le sentiment que les pays africains vivent de temps en temps certains passages d'Emmanuel Macron comme une humiliation. Alors,
d'une part, les discours du président Macron ont changé en 7 ans. C'est-à-dire que ce que je viens de raconter, le président Macron, pas plus que moi. On n'avait pas bien compris ce truc-là. C'est vraiment là, il y a un choc brutal et on a compris. Alors, et on a compris brutalement que les choses allaient être différentes. Il est évident que nos rapports avec les pays africains, que nous aimons par ailleurs, parce qu'il y a un vrai attachement de la France à l'Afrique, nos rapports seront peut-être différents. Est-ce qu'il est réciproque cet attachement? Alors, je peux pas forcément. Ça dépend de qui on parle. Si vous voulez. Si vous parlez des foules africaines manœuvrées par Wagner, non. Maintenant, si vous parlez à l'élite africaine, et Dieu sait qu'il y a des gens de très très grande valeur, évidemment en Afrique comme chez nous, ces gens-là savent bien ce que l'Occident leur a apporté. Donc, il y a un attachement à ce qui est apporté. Maintenant, il y a une volonté, mais qu'on comprend parfaitement, de dire ok, maintenant on devient grand. Et après tout, qu'est-ce qui nous intéresse en Afrique? Ce qui nous intéresse, c'est que l'Afrique devienne adulte. C'est-à-dire que l'Afrique que l'économie soit suffisamment développée pour qu'elle devienne autonome. Et qu'en particulier, le milliard d'Africains qui va naître dans le quart de siècle à venir, eh bien, trouve sur place de quoi vivre, de quoi s'intéresser intellectuellement, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de l'Afrique. Et je pense que la seule justification de la présence des troupes françaises en Afrique, c'était justement d'aider à cette maturation. Donc, si l'élite africaine, avec des gens parfois formés en France, parfois aux États-Unis, parfois au Masdar, qui sont de très grandes valeurs, si ces gens-là comprennent et ils ont compris que l'intérêt, c'est que ces pays deviennent des pays autonomes en termes d'agriculture, d'industrie, etc., eh bien, c'est bien. On leur demande pas d'aimer la France. Nous, on a de grands souvenirs de l'Afrique. Il y a des liens très forts. Combien de soldats français sont morts là-bas, d'ailleurs, pour ce que nous pensions, très honnêtement, être des valeurs universelles. Nous aussi, on a mis du temps à comprendre que c'était pas des valeurs universelles, que c'était les nôtres. Hein. Eh bien, voilà, maintenant, je crois que cette autonomisation de l'Afrique, je crois qu'on doit continuer à aider l'Afrique. Et je pense que les pays africains savent bien qu'il sera bon qu'on les aide. Là, on a un mouvement brutal. Il y a vraiment une rupture depuis quelques années. Et ils vont bien comprendre à un moment donné que nous, on a encore besoin d'eux pour de multiples raisons économiques et que eux ont encore besoin de nous. Mais on a de nouvelles relations à établir et pour répondre différemment à votre question, oui, avec un discours plutôt un peu plus égalitaire entre eux et nous. Est-ce que justement, je poursuis un peu ma question, mais c'est cette perte d'influence en Afrique, est-ce qu'elle est liée finalement au déclin de la France ? Tout simplement, la France était appelée à perdre de son influence de par sa situation, par exemple, financière, ou est-ce que c'est la multiplication des petites erreurs, là, pour le coup, des personnes qui n'ont pas compris le monde qui changeait brutalement? Non, moi, je crois que on est dans des très grandes tendances que j'ai essayé de définir, qu'on n'a pas vu véritablement venir. Et c'est vrai que cette prise de conscience-là, elle est très brutale. Elle est très brutale, mais tout ça était en marche par le monde depuis longtemps. Donc, alors ça a été attisé par des entrepreneurs de haine. Je pense aux Russes en particulier. Je pense aux Chinois aussi, qui ne sont pas des entrepreneurs de haine, mais qui ont un intérêt très simple, parce que eux-mêmes puissent tirer parti de l'Afrique, et de manière, ils le font de manière beaucoup moins humaniste que nous. Hein, voilà. Donc il y a eu des gens qui ont attisé le feu. Et c'est pas des petits mots comme ça, c'est qu'il y a vraiment une volonté. On a très bien vécu, nous, au Mali en particulier. Alors que nos soldats français mouraient pour protéger le Mali, eh bien, eux faisaient leur coup d'État et au contraire profitaient de Wagner pour expliquer que la France était toujours dans son rôle de colonisateur, etc. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille attaquer les petites phrases. Vous savez, les pays ne bougent pas sur des petites phrases à un moment donné, mais ces petites phrases sont ressenties un peu plus douloureusement, si vous voulez, parce que justement, il y a cette prise de conscience de l'affaiblissement du différentiel de puissance entre ces pays et nous. Et alors qu'à un moment donné, le puissant dicte sa loi, à peu près c'est la loi du monde. Mais quand on remonte, on supporte de moins en moins. Et ce qui paraissait assez normal, parce que finalement c'est très en dessous, va venir par choquer en se disant, mais on n'est pas si en dessous que ça. Et là, on se rappelle ce que disait Tocqueville dans son grand livre La démocratie en Amérique. Il dit ce qui est supportable
Quand le différentiel est très important, ne l'est plus quand le différentiel s'amoindrit. Et il disait donc que la démocratie, quelque part, était aussi avec toutes ses qualités, une machine à créer du désamour entre les uns et les autres, parce que je ne suis jaloux que si j'estime pouvoir obtenir quelque chose. Quand le différentiel est trop grand, on dit c'est pas possible, donc je tiens à ma place, etc. Et je cherche à obtenir de l'aide par un autre moyen. Mais quand on se dit que l'aide est moins nécessaire, parce qu'on a grandi, bon, à ce moment-là, ces petites phrases dont vous parlez résonnent plus. Mais moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas s'attacher à ça. Moi, je crois qu'il faut comprendre l'évolution profonde du monde. Et au fond du monde, et aujourd'hui, et en revenant d'ailleurs toujours sur l'histoire longue qui marche toujours, qui explique les choses. Si juste une minute, si vous voulez, je reviens sur la Russie et l'Europe, c'est intéressant. Mais moi en particulier, si vous voulez, j'avais le sentiment, oui, que la Russie était une puissance européenne parce que voilà. Et en fait, quand vous regardez l'histoire longue de la Russie, bah vous dites, mais en fait non, parce que la Russie n'a pas du tout connu ce qui nous a formés, nous. La Russie n'a pas connu la Renaissance, la Russie n'a pas connu la Réforme, la Russie n'a pas connu les Lumières. Est-ce que vous savez quand le servage a été aboli en Russie? C'est assez, en France, officiellement, ça perdure un peu, mais officiellement 1315, plus le cerf en France. Vous savez quand ça a été? Je vous pose pas la question parce que peut-être vous connaissez pas. Je ne la connais pas. Et vous semblez obligé. Je sais parce que j'ai cherché. 1861. Donc on a un demi-siècle et un demi-millénaire d'écart, si vous voulez. Et bien oui, la Russie n'est sortie du Moyen Âge qu'au début du 19e siècle, si vous voulez. Et donc, si on avait compris ça, on aurait mieux compris ce qui pouvait animer ce pays qui est un pays qui est naturellement marqué par l'impérialisme, par le messianisme, par la violence, etc. Ce pays-là, on ne l'a pas compris. Mais si on avait, alors certains qui connaissaient bien disaient attention, là aussi c'est ça, c'est pas ce que vous croyez, voilà. Mais donc on a toujours intérêt à comprendre l'histoire longue. Et il n'y a pas de tendance brutale dans le monde, si vous voulez. Aujourd'hui, le départ des États-Unis vers l'Asie, c'était inscrit depuis longtemps dans les astres, cette affaire-là. Et tout d'un coup, on s'étonne. La France avait compris avant, le général de Gaulle avait compris avant que la France pouvait se défendre, devait pouvoir se défendre sans les États-Unis, d'où notre armement, notre posture de défense de dissuasion nucléaire, qui est très important. Mais la plupart n'avaient pas vu ça, n'avaient pas compris ces grandes tendances qui agitent le monde. Et donc, l'histoire longue est toujours intéressante. L'histoire des empires, c'est toujours les mêmes. L'histoire des colonisés par rapport aux colonisateurs, c'est toujours les mêmes. Donc, à un moment donné, ça se termine comme ça. Et c'est pour ça, bon, moi, je suis pas un historien, docteur en histoire, mais c'est parce que je crois que c'est important d'aller comprendre l'histoire longue. Et l'histoire du jour, elle naît toujours de l'histoire. Il faut aller chercher ses racines au fond de l'histoire longue. Alors, je voudrais qu'on aborde, le temps passe, donc je voudrais qu'on aborde un petit peu l'Ukraine. 3 ans après le début du conflit, quel bilan vous tirez de la guerre? Est-ce que c'est surtout ce qui m'intéresse, est-ce que c'était conforme à ce que l'on pouvait en prévoir à l'époque? Cette guerre est un drame. Cette guerre est un drame pour plein de raisons. Parce que, oui, c'était notre guerre et on a perdu la guerre. Et on a perdu la guerre. On ne peut pas. On a les chiffres à peu près officiels disent que l'Occident, tout compris, a dépensé 400 milliards d'aides en armement militaire, en aide économique, etc. Et aujourd'hui, on est le 20 janvier et nous sommes en train de perdre cette guerre. C'est-à-dire que la Russie avance tous les jours de 30 km². C'est pas beaucoup, 30 km². Mais elle avance toujours. C'est-à-dire que nous sommes en train de reculer. Et donc, cette guerre est un drame parce que, plus que encore que ce que vous avez dit, ou plutôt c'est l'exemple frappant, c'est une guerre que depuis le début, nous avons conduit sans stratégie. Nous avons été même de mauvais tacticiens depuis le début de cette guerre-là. Il n'y a jamais eu de stratégie, je dirais, occidentale, Amérique, Europe, sur cette affaire-là. Et donc, au lieu de faire de la stratégie, nous avons cru que l'espoir était une stratégie. L'espoir, la morale, n'est jamais une stratégie. On a vu combien de gens sur les plateaux hurlaient « nous allons gagner la guerre parce qu'il est moral que nous la gagnons ». Ben non,
La guerre, c'est pas la même chose. Et on peut même avoir des politiques qui sont morales dans leurs principes et qui sont immorales dans le résultat. C'est typiquement l'affaire de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué juste ce que vous dénonciez tout à l'heure, une vision commune. Nous n'avons jamais su ce que nous voulions de cette guerre. C'était extrêmement clair au début. Les Polonais et les pays du front, les Pays-Bas, finalement, cette guerre, ça les arrangeait quand même, hein, parce que chaque jour que Dieu faisait, leur ennemi existentiel, mortel, était en train de se casser son armée, et on payait en sang ukrainien, donc c'était plutôt pas mal. Quant à l'Amérique, cette guerre la satisfaisait plutôt, parce que là aussi, l'armée russe était en train de se casser, elle gagnait beaucoup d'argent, elle gagne toujours beaucoup d'argent, cette guerre. Elle était en train de renforcer au début sa mainmise sur les Européens. Nous, Français, on a toujours cette vieille idée, qui n'est pas une idée folle, que finalement la Russie est quand même européenne, il vaut mieux qu'elle soit avec nous que de l'autre côté. C'est une idée vraie. Les Allemands, ils avaient leur host politique et puis leur très grand passé, qui ne passe pas, hein, avec ce qu'ils ont fait. Ils s'en souviennent bien, tant en Ukraine d'ailleurs qu'en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, on a été incapable de se donner un objectif commun. Et quand il n'y a pas d'objectif commun, il ne peut pas y avoir de stratégie, puisque la stratégie, c'est avoir un futur commun. J'entre en stratégie parce que j'ai un désir d'avenir. Mais si je n'ai pas de désir d'avenir commun, je ne fais pas de stratégie. Donc, on a cru que les beaux discours étaient de la stratégie et que donner de l'armement, c'était de la stratégie. Mais évidemment pas. Évidemment pas. Donner de l'armement, c'est donner des moyens pour une fin. Mais si la fin n'a pas été définie, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et cette stratégie, évidemment, il fallait la faire avec l'Ukraine. Nous, on s'est refusé, parce qu'on trouvait que moralement, c'était pas bien, d'imposer des choses à l'Ukraine. Enfin, restons raisonnables. Le destin de l'Ukraine, c'est nous qui en décidons. Aujourd'hui, je donne ou je donne pas d'armes, je continue à aider, et c'est nous. On voit bien avec Zelensky, là, il est complètement, et c'est tout à fait triste d'ailleurs, mais il est pieds et poings liés. Donc, rapidement, il aurait fallu concevoir une stratégie globale, donc trouver un plus grand commun intérêt, hein, pour le plus grand dénominateur commun, et à partir de ça, créer une stratégie. Mais on s'est jamais mis d'accord sur à quelles conditions pouvais-je amener Poutine à arrêter cette guerre? On ne s'est jamais posé cette question-là. La stratégie, c'est toujours créer des conditions d'où devrait émerger le futur que je veux. On s'est jamais posé ces questions-là. Jamais. On s'est jamais posé l'autre question fondamentale, qui est quel système de sécurité allons-nous organiser en Europe à la fin de cette guerre? Et on ne le sait toujours pas. Est-ce qu'on va vivre contre la Russie, à côté de la Russie, dans une espèce de guerre froide, ou plutôt on va organiser une coopération? On n'a pas. Qu'est-ce qu'on veut comme système de sécurité? Et puis, on va dans un monde nouveau. Et la troisième question que je posais tout à l'heure, au fond, ce nouveau système-là, dans quel monde global va-t-il s'intégrer ce système de coexistence pacifique de grands blocs différents? Donc, on ne s'est jamais posé ces questions-là. Donc, on n'a pas pu faire de la stratégie. Donc, aujourd'hui, on est en train de perdre. Et donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on s'y mette enfin, quoi. Et on voit bien qu'on va encore rater le train, là. On est encore en train de rater le train. On ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, Trump a dit déjà à Poutine, on va s'arranger entre nous, et voilà. Et nous, c'est nous qui allons régler les problèmes après. Nous ne serons même pas à la table. Et vous savez que quand vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Eh bien, on va être au menu, nous. Et les Ukrainiens vont être au menu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris disposition, on ne s'est pas dit, OK, il faut être véritablement présent dans l'aide, etc., avoir un poids européen, hein, qui fait que nous participerons au règlement d'un problème qui nous intéresse au premier chef, encore plus que les Américains, évidemment. Et moi, je me rappelle ce que disait Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État de Clinton. Il disait, nous, Américains, on fait le cadre, et vous lavez les vitres. Vous êtes des window cleaners. C'est vous qui... Alors, voilà, ils vont faire le cadre. Et nous, avec ce qu'on va avoir, on va essayer de se débrouiller pour que ça fonctionne. Et donc, on est encore en train de rater le train parce qu'on est incapable de se mettre d'accord. C'est pour ça qu'il est urgent. L'Europe à 27, c'est compliqué. Ça marche pas, hein. Ça peut pas marcher, l'Europe à 27. Mais qui est un groupe de pays qui enfin se réveille et dit attends. C'est intéressant parce que cette Europe à 27, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, donc je me permets d'en parler, c'est que c'est aussi le projet de l'Amérique d'avoir une Europe
une Europe la plus large possible pour qu'elle soit finalement la moins cohérente possible. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Alors là, on s'étonne. On dit, mais quand même, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est désagréger, c'est démanteler l'Europe. On regarde Musk, qui soutient l'AfD, qui soutient, je sais pas quel autre mouvement en Autriche, etc. Mais enfin, ça a toujours été le projet. Ça a toujours été le projet américain. L'Europe est un outil américain. L'Europe est un outil américain. Il a été créé comme un outil américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et progressivement pour que les États-Unis aient un premier allié suffisamment fort pour arriver à faire en sorte que Monsieur Staline n'arrive pas jusqu'à Brest. Et puis pour que ça fonctionne, il y a eu le plan Marshall. Donc l'Europe au début, elle est bien un projet américain. Et dans ce projet américain, il y a la Russie et il y a l'Allemagne. On le sait bien. Il faut que l'Allemagne soit down, suivant la phrase célèbre. C'est-à-dire qu'il faut empêtrer Gulliver dans un truc pour qu'il ne vienne pas une quatrième fois attaquer la France, quoi, que la Prusse. Bon. Donc, on est dans cette affaire-là. Donc, on a besoin d'Europe, mais d'une Europe faible. On a besoin d'Europe qui ne nous fasse pas de l'ombre. Donc, ce qui a, et c'est très intéressant, j'ai étudié ça convenablement, les rapports des États-Unis avec l'Europe. Ce qui intéresse les États-Unis, c'est une Europe en perpétuel devenir. Une Europe jamais aboutie, une Europe qui n'est jamais une voix unique et qui puisse parler de manière sérieuse. C'est exactement cette voie-là que les Musk et autres magnats américains ou Jeff Bezos veulent casser aujourd'hui. Une Europe capable de les empêcher de faire du business. Parce que l'Europe, oui, c'est plus le marché principal des Américains, mais c'est un marché qui, unifié, peut faire un grand mal à l'économie américaine et aux particuliers au développement de la richesse de ces entrepreneurs-là. Et donc, il faut que ça n'existe pas. Et donc, par d'autres moyens, là, en jouant sur un certain nombre de parties, on veut démanteler l'Europe. Donc, oui, le projet américain a toujours été le même. Une Europe, oui, mais une Europe faible, une Europe économiquement développée, mais une Europe politique, jamais. Et donc, effectivement, le projet américain, l'expansion de l'Europe est un projet américain. Alors moi, je l'ai vécu, que j'étais diplomate, j'étais attaché à l'ambassade de France aux États-Unis, au moment où Bush arrive, au moment où on a une explosion considérable du nombre de pays de l'OTAN et du nombre de pays européens. Et le projet américain, je travaille au département d'État régulièrement, était clair. Ils ne cachent pas les choses, les Américains. Ils disent, on va développer l'OTAN, et vous allez voir, l'Europe va se développer derrière. Et maintenant, quand vous regardez le calendrier d'élargissement de l'OTAN et le calendrier d'élargissement de l'Europe, eh ben oui, leur truc a vachement bien marché. Nous avons élargi l'Europe pour faire rentrer dans l'Europe les pays qui étaient déjà dans l'OTAN. Donc, il y a eu cette volonté, à mon avis, claire, assumée, de vouloir dissoudre l'Europe dans l'espace. Alors, il y en a un qui a joué un super coup. Il a raté, heureusement, c'est Obama. Obama a dit, mais la Turquie, enfin, c'est européen, la Turquie. Regardez, Constantinople ou Istanbul, c'est en Europe. Vous voyez bien, c'est quand même en Europe. Et heureusement que là, quand même, on a eu la sagesse. Non, il y a une toute petite partie de la Turquie mais la Turquie, c'est pas nos valeurs. Et la Turquie, c'est pas l'Europe. Et la masse, la Turquie, elle est bien en Asie. Et évidemment, elle est pas, c'est l'Anatolie. Elle est évidemment pas en Europe. Donc, on a toujours eu ce projet-là. Et je crois qu'on a mal compris. On a mal compris et les Américains nous ont amenés à faire ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire s'agrandir avant de s'approfondir. Et ça a marché. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut en prendre conscience absolument. Mais enfin, je pense personnellement que l'Europe ne survivra pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et que elle va rester, on ne peut pas tout casser, mais qu'à un moment donné, on aura bien, je l'ai dit, la création d'Eurogroupe, qui sert de pays, c'est très clair sur l'euro, mais de pays prêts à abandonner un peu de souveraineté pour gagner en puissance. Ça va probablement se passer comme ça, et c'est encore quelque chose contre lesquels, évidemment, les Américains vont lutter, et vont lutter de toute force. Avec maintenant
Ils ont un petit problème par rapport à ce qui se passait avant, c'est que maintenant la Grande-Bretagne, qui a toujours joué le jeu du grand large, selon les mots de Churchill, s'est dit que même le grand large va les abandonner et les Anglais les Britanniques, pardon, sont de plus en plus en train de se rapprocher de l'Europe en comprenant que le Brexit était une erreur pour eux, mais que même désormais il va falloir qu'ils comptent d'abord sur l'Europe avant les États-Unis qui, au grand large, vont naviguer pour eux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent d'une escalade possible des violences, notamment en Ukraine, du conflit, plus que des violences, qui pourrait aboutir à une troisième guerre mondiale? Parce que le mot fait peur. On a oublié ce que c'est finalement, vous le disiez vous-même. La guerre en Europe, c'est quand même quelque chose de récent. Il y a eu la Yougoslavie, bien évidemment. Mais voilà, est-ce que ce risque est réel et à quel point l'est-il? Le risque est réel. Le risque est réel. C'est que quand vous ne croyez plus à la guerre, quand vous ne croyez plus à l'existence de la guerre, vous ne prenez pas les moyens de l'éviter et alors elle arrive. Et donc, oui, bien sûr, cette troisième guerre mondiale peut exister. Il y a des guerres. Je crois qu'il y a 83 conflits armés dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est quand même là-bas. Mais il y a deux guerres qui sont possibles à court terme. Il y a évidemment l'affaire de la Chine et de Taïwan, dont personne ne sait comment ça va évoluer aujourd'hui. Parce que les Américains ne défendront Taïwan que tant que Taïwan sera utile. En particulier Trump. Or, vous le savez, les Américains sont en train d'essayer de retrouver leur autonomie en termes de microprocesseurs. Ça c'est leur grand problème. Et une fois qu'ils n'auront plus besoin de Taïwan, Trump dira, mais j'ai pas besoin de défendre cette île-là. Et donc, alors que Biden aurait très probablement défendu Taïwan aux raisons de valeur. Mais comme les valeurs ne comptent pas pour Trump, ça n'a pas d'importance. Donc là, il y a une possibilité. Et puis la possibilité, évidemment, c'est celle de la guerre en Ukraine élargie. Alors, et donc, la façon dont se terminera cette guerre est tout à fait importante pour nous. Alors, il est clair que la Russie en République, c'est un pays qui est impérial. De tout le temps. Il faut pas oublier Catherine II qui dit à Diderot, je ne peux, ce pays est tellement grand que je ne peux le défendre qu'en agrandissant en permanence, comme tous les empires. Et la parole plus récente du président Poutine qui dit, la question lui posée, où sont les frontières de la Russie? Mais il dit, il n'y a pas de frontières à la Russie. Dire, la Russie, on le sait, elle s'arrête devant la mer ou devant la puissance. C'est pour ça que Catherine II, puis après, au XIXe siècle, la Russie s'est agrandée a pris la Crimée, est allée bâtir Odessa, etc. Puis elle s'est ensuite affrontée à l'Empire austro-hongrois. Et vers le nord, elle était jusqu'à la mer Baltique, en prenant la Pologne, etc. Et elle s'est arrêtée, justement, toujours sur cet empire-là. Et en Asie, à l'inverse, en 1860, et très inégaux, il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de Chine. La Russie, ça dépend de ça. Et ça, c'est le premier point. La Russie, ensuite, elle est messianique, parce que c'est comme ça. N'oublions pas que Moscou se veut la troisième Rome. On connaît l'histoire, Rome, Constantinople, puis Moscou. Donc, il y a une volonté messianique avec un projet, avec une nation qui mélange allègrement, ce que nous ne faisons pas, nous, c'est dans la civilisation, qui mélange allègrement le spirituel et le temporel, qui comprend pas très bien la différence entre les deux s'interpénétrant, s'appuyant l'un l'autre. Donc l'armée russe est abîmée, là, elle peut pas relancer la guerre, mais elle est parfaitement capable, c'est ce que disent beaucoup de services de renseignement européens, même elle prévoit de pouvoir de la reprendre à un moment donné. Et évidemment, chacun pense au cas de figure évident. Si tout d'un coup la Russie s'empare, et peut-être peut-elle le fait à des pays baltes, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on va se battre ou pas? Et si on se bat, c'est évidemment la guerre mondiale, si vous voulez. Et si on se bat pas, on n'est pas à la hauteur de ce qu'est l'Europe et de ce qu'est l'OTAN. Donc oui, il y a des risques. Et donc il faut se prémunir contre ce risque-là. Et se prémunir contre ce risque-là, il n'y a pas 40 solutions. Là, le vieux motto latin vaut toujours. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est ce que disait le ministre Védrine, nous sommes dans un monde d'herbivores et les autres sont des carnivores. L'herbivore, s'il n'y a pas des dents qui poussent, il sera bouffé par les carnivores. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la loi du monde. On peut le regretter, mais le monde est comme ça. Donc il faut absolument préparer et il faut que nous retrouvions, nous, France,
évidemment, mais les autres aussi, les autres pays, des défenses, une défense qui soit à la hauteur de la menace, et cette menace est supérieure à la menace de la guerre froide. Les budgets français pendant la guerre froide, ça a été, le défense, c'était 5%, à un moment de l'effort nucléaire, puis 4, puis 3, mais ça a toujours été maintenu 3 et un peu plus 3, celui 3, 3, 5, etc. Et avec des armées qui avaient un volume suffisant, et qui couvraient le spectre des menaces. Aujourd'hui, ces deux choses ne sont plus vraies. On couvre plus le spectre des menaces, il y a trop de menaces. Et d'autre part, on a des effectifs qui sont insuffisants. On est une armée sans profondeur stratégique. Vous connaissez la réponse qui a été donnée par les armées quand on leur a dit quelle est la longueur du front que vous pourriez défendre en Ukraine. Le front fait 1200 km, si on comprend tout, 80 km. La France, elle sait tenir 80 km. Et on est actuellement l'armée la plus puissante en Europe. On voit donc qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Donc oui, il y a un risque si nous ne faisons rien. Et donc nous devons avoir monté la garde à la hauteur de la menace. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça passera sûrement un jour par une certaine forme de restauration du service national. Nous n'aurons pas le choix. Pourquoi ? Il faut redonner du volume à nos forces. Nos forces n'ont pas assez de volume. Pas assez de chars, pas assez d'avions, pas assez de machins. Donc il faut des chars et des avions, mais il faut des soldats. On peut pas en avoir. On ne peut pas recruter davantage de soldats professionnels. On est à la limite. On a des taux de sélection qui sont juste suffisants pour avoir un bon soldat. Il faut au moins avoir 2 civils qui se présentent pour pouvoir choisir. On n'est pas à ça, on est à un 5, un 6, je crois, aujourd'hui. Donc, on ne prend pas exactement toute la qualité. Donc, on ne peut pas aller plus haut. Et donc, la seule solution, c'est de restaurer une forme de service national. Quand je dis une forme, il n'est pas utile et même impensable de convoquer toute une classe d'âge. Une classe d'âge, aujourd'hui, c'est 800 000 jeunes Français. On ne saurait pas qu'en faire, on ne pourrait pas les équiper, on ne pourrait pas les loger, etc. Mais il est probable que l'armée française devrait retrouver peut-être 100 000 hommes en plus, femmes et hommes en plus, et donc les attirer d'une manière ou d'une autre, comme les Américains le font. Les Américains attirent les soldats en leur payant leurs études, par exemple. Ça coûte plus cher, on te paye tes études jusqu'à la fin, ou tu as une bourse, ou bien on te paye tes permis, on te donne un métier à la fin, où tu n'es fonctionnaire que si tu as fait ton service national. C'est-à-dire, il y a plein de façons d'inciter un certain nombre de gens, de jeunes Français, à venir dans les armées, donner 1 an et demi, 2 ans, en fait, tout ça se calcule, pour renforcer nos effectifs. Donc on doit avoir un effort matériel et un effort humain. Et, la Suède, elle l'a fait. La Suède vient de le faire. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de réfléchir à ça. Alors aujourd'hui, nous, on pense à des problèmes sans intérêt qui amènent les gens à hurler au Palais Bourbon. Mais les problèmes de fond, on n'y pense pas. Et ça, c'est un problème de fond. Et pour faire une armée avec 100 000 hommes de plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des années. Mais si on commence pas maintenant, oui, il y aurait une guerre mondiale. Bien sûr. Donc il faut s'en préoccuper maintenant. Et la difficulté, c'est qu'on a une France faible et qu'on a des hommes politiques qui sont trop faibles pour dire les vrais dangers, ils sont là. Oui, la fin du mois, c'est hyper important, mais peut-être que vous n'aurez même plus à régler le problème de la fin du mois parce que juste vous n'existerez plus. Alors occupons-nous aussi un peu de la fin de l'année et de la fin des années à venir. Je vais me faire avocat du diable, mais vous dites il y a une menace, mais c'est vrai que vous avez parlé des pays baltes. Est-ce que vous pensez que les Français prêts à se battre pour la défense des pays baltes ? C'est une des questions. Non, faisons en sorte qu'il n'ait pas à les défendre. Mais si on a une armée qui est suffisamment solide, cette question ne se posera pas. Sinon, il faudra faire la levée en masse. Et ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors maintenant, il ne faut pas être trop pessimiste parce que quand on est vraiment dans la crise, les gens se révèlent. L'exemple, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais c'est les années 2015-2016. Attentat du Bataclan, Charlie, le Bataclan, Nice, etc. On n'a jamais vu autant de volontaires pour les armées françaises. C'est-à-dire que les jeunes Français se sont dit, OK, les Français sont aussi, comme d'autres aussi, d'abord à la recherche un peu de grandeur, de vocation, et là, j'ai une mission à remplir, etc. Donc, on ne peut jurer de rien, mais en tout cas, il vaut mieux ne pas avoir à prendre ce pari-là, et donc, aujourd'hui, s'organiser pour que personne n'ait envie. Qui a envie d'attaquer les États-Unis aujourd'hui ? Personne, hein ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts. Juste parce qu'ils sont forts, qui consacrent à peu près 4% de leur PIB à leur défense, un peu moins, 3,8 je crois, de leur PIB pour la défense, c'est qu'ils sont forts. Personne ne les attaquer. Nous, l'Europe, il y a quelques années encore, nous avions le même PIB
que les Américains. Et on a une population qui est beaucoup plus nombreuse. On doit être à 450 millions pour 320 millions. Donc on est plus nombreux. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Donc c'est ça qu'il faut créer sur les... Enlever au loup l'envie d'attaquer la chèvre. Mettez-lui un loup à côté, la chèvre ne sera pas attaquée. Voilà. Alors, dernière question pour conclure cet entretien, qui va un petit peu résumer ce qu'on s'est dit, mais c'est... il y a quelques décennies, Laurent Fabius parlait des dividendes de la paix. Est-ce qu'on a eu raison d'y croire un jour ? Bon, vous me posez la question, vous connaissez la réponse. Et évidemment pas. Mais alors, évidemment pas, mais on comprend aussi que c'était dit. C'est-à-dire, on a les Français, tout le monde a quand même, on a payé beaucoup les services militaires, l'argent qu'on a mis à la défense. On a dit, ok, voilà, on a produit. L'illusion, c'est pas des dividendes de la paix. L'illusion, c'était de dire, on a complètement changé le monde. C'est-à-dire qu'on a cru quelque chose. L'erreur de jugement, elle est simple. C'est-à-dire qu'on a cru que la chute du pacte de Varsovie et la chute de l'URSS, c'était une victoire de la démocratie. Non. C'était pas une victoire de la démocratie, c'était un effondrement d'un système économique qui ne fonctionnait plus. Et donc, on a cru que puisque c'était la victoire de la démocratie, tout le monde voudrait la démocratie, tout le monde voudrait la paix. Et c'est pas évidemment ça qui s'est passé, parce que c'était pas ça. Et donc, nos illusions, on était dans une, double ou triple illusion. La première illusion, c'était que le développement de l'économie allait entraîner la paix. Hein, c'est les illusions qu'on avait d'ailleurs au début du XXe siècle, et on a eu la Première Guerre mondiale par la suite. Bon, il s'avère que c'est faux. C'est pas parce que les pays sont de plus en plus riches qu'ils font la paix. Bon, ensuite on a eu l'illusion que comme tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on allait mondialiser l'ensemble et que ça créerait des liens tellement forts que ça aussi, ça allait renforcer la paix. Illusion encore. Le monde n'a jamais été autant mondialisé, il n'a jamais été autant réarmé que maintenant. Bon, on avait cette illusion aussi que le développement de l'économie allait créer la démocratie. On a bien vu que non, ça marche pas. On a pensé que désormais le droit international allait suppléer l'État-nation. On a bien vu que non. L'État-nation, le sentiment nationaliste, il existe, il est au contraire exacerbé. Illusion encore de penser que la chute du mur de Berlin allait se transformer par un développement des institutions internationales, un internationalisme accru, etc. C'était une illusion. Et donc, les dividendes de la paix, si vous voulez, c'est une conséquence compréhensible d'une erreur de jugement, qu'il est facile de juger maintenant, parce qu'on a bien compris que c'était faux. On a eu quand même un certain nombre de gens qui ont dit non, une ding-dong, qui parlait Fukuyama, fin de l'histoire, etc. Au fond, c'était Fukuyama, c'était l'histoire hegelienne est morte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette progression thèse, antithèse, synthèse, etc. Puis l'histoire, bon, il a dit ça, c'est fini. Bon, c'était son idée, ça c'est mort. Et Tinton dit non, on va vers le choc des civilisations. En fait, je crois que il a eu tort, Tinton. Mais ce qui est vrai, c'est que on est bien revenu au choc des empires, parce que les empires, basés un peu sur les civilisations, ont repris leur marche, parce que les empires restent les empires. L'empire chinois, l'empire ottoman, qui est en train de progresser, l'empire russe, qui est en train de se développer, l'empire américain, qui est quelque chose de nouveau. Mais l'Amérique est bien un empire également. Quand je prends Hawaï, les îles Guam, etc., Porto Rico, je lâche un peu, etc. Forcément, c'est un empire, parce qu'on est parti de rien. C'est un empire. Et donc, eh bien, on est revenu à la marche des empires, ce qui est extrêmement dangereux. Laissons faire le monde, faisons en sorte que ces empires-là ne viennent pas manger notre. Nous, on n'est pas un empire. Ça, c'est la grande différence. L'Europe n'est pas un empire. L'Europe est un ensemble de nations qui ont pensé qu'il était préférable de trouver des liens forts entre elles, mais on adhère par choix. Et quand on veut quitter cette union-là, on la quitte. La preuve, le stupide Brexit, mais on le quitte. Et donc, nous ne sommes pas un empire. Nous ne sommes pas un empire. Et ce qui est un peu aussi le drame, parce que l'Europe a créé quelque chose qui n'avait jamais été créé avant, c'est une paix nouvelle. Toute la paix, depuis le traité de Westphalie, 1648, la paix a toujours été conçue comme un intervalle entre deux guerres. La paix était un intervalle entre deux guerres, à ce point d'ailleurs que les soviétiques disaient que la paix n'est jamais que la continuation de la guerre par d'autres moyens.
inversant le propos de Clausewitz, quelque part. Et donc, au fond, on a créé quelque chose qui a jamais existé. On a trouvé ça tellement beau. Qu'est-ce que c'est beau! On s'est dit que tout le monde allait nous imiter. Sauf que ce modèle était pas reproductible. Il était né sur l'Europe, qui était un pays qui s'était beaucoup battu. Nous sommes le continent qui a le plus connu la guerre. Mais c'est un pays qui, à côté de la guerre, avait des vraies valeurs construites à Athènes, Rome, etc., etc. Et donc, on avait un modèle qui est particulier, qui au fond n'était pas reproductible. Et on meurt pas, mais nous nous sommes mis en danger en croyant que notre modèle, parce qu'il était beau, parce qu'il était moral, était universel, ce qui était une erreur. Mais c'est sur ce mot d'erreur que nous allons nous quitter. Merci, mon général. Merci à vous.